plutôt que de la Lettonie ou de l'Estonie. Encore une fois, je le redis, il y a de bonnes... Mondial est-il sérieusement ou pas menacé en partant de leur discours? Je pense qu'effectivement, c'est la bonne méthode de repartir de leur discours parce qu'il y a quelque chose de très symétrique. Ils sont très opposés, mais il y a une symétrie. D'abord, il y en a un qui a fait très long, il a fait plus d'1 heure. L'autre a fait vraiment laconique, 14 minutes. Il y en a un qui a fait vraiment techno et diplomatique. L'autre a fait vraiment martial et guerrier. Il y en a un qui, finalement, était très enjoué, une espèce de VRP de la scène internationale, avec plein de force de conviction pour défendre l'ordre international. L'autre était vraiment sur le reculoir, c'était presque un animal blessé. D'ailleurs, son discours a été retardé. Il ne parlait pas du tout de la même place, ni à la même place, ni aux mêmes personnes. L'un parlait à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis la tribune des Nations Unies, donc au monde entier, et l'autre parlait à la télévision russe, donc on peut imaginer à sa propre population. Et leurs propos et leur intention n'étaient pas du tout le même, mais il y a justement un jeu de miroir. En fait, Emmanuel Macron, il parlait pour maintenir l'ordre international, il essayait de prendre un peu les pays du Sud par la Manche pour les ramener un peu dans le giron américano-ukrainien, tandis que Vladimir Poutine, lui, il avait un discours beaucoup plus négatif. L'enjeu, c'était de se maintenir, lui, au pouvoir et de maintenir les territoires qu'il avait conquis alors qu'il était en train de perdre la main. Donc on voit bien que ce n'était pas du tout les mêmes discours. Et ce qui est fascinant aussi, c'est comment l'un des deux discours répond à l'autre, mais pas dans le bon ordre, d'une certaine façon. Parce que Emmanuel Macron a parlé en premier, Vladimir Poutine en second, et pourtant Emmanuel Macron a répondu à Vladimir Poutine. Il lui a répondu préventivement, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il a dit ces référendums, ce seront des simulacres de référendums, d'une part. Et d'autre part, il a dénoncé le retour des impérialismes, de l'hégémonie, etc., bien sûr visant Vladimir Poutine et le discours que Vladimir Poutine allait tenir le lendemain même. Alors, quelle est la portée de ces deux discours sur la guerre et la paix en Ukraine ? Avant même d'essayer de regarder l'impact de l'un et l'impact du discours de l'un et du discours de l'autre sur cette question fondamentale, il y a peut-être un paradoxe qui est assez frappant, c'est qu'en apparence, Emmanuel Macron a parlé de paix. Grosso modo, c'est un discours de paix, pour défendre la paix. Et pourtant, les conséquences de son discours sont assez belligènes, en fait, ou bellicistes. Tandis que Vladimir Poutine, on l'a suffisamment dit, il y a une sorte d'escalade, il y a une fuite en avant, c'est inquiétant, la mobilisation, le nucléaire, etc. Et pourtant, c'est presque un aveu de faiblesse, on sent presque en creux qu'il est presque prêt à négocier, en tout cas, pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il n'a plus le choix, on sent qu'il n'ira pas vraiment plus loin dans le terrain conquis en Ukraine. Si on revient au discours d'Emmanuel Macron... C'est intéressant votre regard, Alan. C'est complètement, à mon avis, c'est un miroir inversé encore. Emmanuel Macron, je pense que son discours, sincèrement, et pourtant, c'est mon président, c'est notre président, c'est un peu du vélo d'appartement diplomatique. Là, l'impact sur le terrain, sur la guerre, est zéro. Enfin, ce qu'il a dit, ça n'a aucun effet. Pourquoi ça n'a aucun effet ? Et pourquoi c'est belligène ? Parce qu'il a dit qu'il n'inciterait pas les Ukrainiens à faire la paix s'ils ne voulaient pas faire la paix. Or, on sait bien que les Ukrainiens ne veulent pas faire la paix. Et par ailleurs, il n'a aucun moyen de rattraper par les manches les Ukrainiens ou de les influencer. C'est les États-Unis qui ont les moyens de faire ça, pas la France. Deuxièmement, je pense qu'il a fini par dilapider le peu de crédit qu'avait la France en tant qu'allié historique de la Russie, mais aussi comme héritier de cette politique gaullienne, vous savez, tout en étant militairement allié aux États-Unis, tout en étant là dans les moments où il fallait pour soutenir les États-Unis et la crise des missiles à Cuba, par exemple, le général de Gaulle avait toujours pris soin de ne pas dénoncer les bêtises, les folies des anglo-saxons et de ne pas être entraîné dans l'unilatéralisme anglo-saxon. Et ça a été encore vrai avec Jacques Chirac en 2003, vous le rappeliez tout à l'heure. Et bien là, je pense que ce crédit-là, Emmanuel Macron est complètement sorti de l'ambiguïté. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Souvenez-vous du cardinal de Ray. Et il s'est rangé intégralement du côté américain et intégralement du côté ukrainien. Donc je pense qu'il n'a plus de crédit auprès de la Russie, auprès de Vladimir Poutine. Donc pour ces deux raisons, il n'a pas d'effet. Quant au discours de M. Poutine, lui, il a, ne serait-ce parce que c'est un belligérant, c'est le belligérant principal, c'est même l'agresseur, il a un effet fondamental. Ce qu'il a dit est très significatif et ça risque de se traduire sur le terrain. Alors je pense que pour le comprendre, il faut se dire qu'il essaye de reprendre la main, qu'il est vraiment dans un bourbier et qu'il est acculé d'une certaine façon. Et comment il essaye de reprendre la main ? Il essaye de tendre un piège. Je pense que c'est un piège. Et le piège, il a 3 éléments. Il a 3 choses trappes, si j'ose dire. 1, le référendum. 2, la mobilisation. Et 3, l'escalade, et notamment l'escalade nucléaire. Et les 3 éléments sont complètement liés, si on y réfléchit un instant. Pourquoi ? Parce que, là, Mathieu l'a exprimé tout à l'heure, le référendum, ça veut dire qu'il va passer de la posture de l'agresseur à la posture de l'agressé. S'il dit que le terrain qu'il a conquis, c'est la Russie, alors, numéro 1, et ça, c'est les référendums qui peuvent lui permettre de le faire, alors ça veut dire qu'il légitime la mobilisation pour défendre la mère patrie.
Savoir si ça va fonctionner ou pas, c'est une autre question, et Charlotte va nous en parler tout à l'heure. Mais quant à la question du nucléaire, là aussi, la doctrine nucléaire russe est très claire. Il y a 3 raisons qui peuvent permettre d'utiliser le nucléaire à l'état-major russe. Et l'une des raisons, c'est que le territoire de la Fédération de Russie serait envahi. Or là, lancer des référendums dans la région de Kherson, dans la région de Zaporijjia et dans le Donbass... On va voir la carte, justement. Voyons la carte. Voilà, dans ces 3 régions. À l'origine, district de Donetsk et district de Lugansk, vous voyez, au nord et à l'est, ça, c'est ce qu'on appelle le Donbass. Et cette région du Donbass, à l'origine, c'est ce qui a déclenché la guerre la veille. Il a eu cette mise en scène incroyable où il a poussé son chef de service secret à avouer qu'en fait, il était d'accord avec le fait de reconnaître l'indépendance de ces territoires. Reconnaître l'indépendance de républiques russophones autonomes, séparées de l'Ukraine, mais pas de partie intégrante de l'Ukraine. Là, il s'agit non seulement pour le Donbass, mais pour Zaporijjia et pour Kherson, c'est 4 districts en tout, de les raccrocher à la Russie. Et donc, il passerait avec une posture, cette fois-ci, de l'agresser. Donc, c'est un piège qu'il tend, qui lui permet de justifier la mobilisation et de rendre son bluff nucléaire beaucoup plus crédible, parce que ça correspond à la doctrine russe. Si on envahit la Fédération de Russie, alors la Russie se sent autorisée. On peut s'interroger, Christine, de savoir si il ne s'est pas piégé tout seul. D'abord, organiser un référendum en 48 heures, là, il ne va même pas respecter les formes. Il est sûr de le gagner parce que les pro-ukrainiens ont été chassés. Mais là, vraiment, ça va être ridicule. Oui, il aura lieu vendredi. Il commence vendredi. Bon, donc c'est ni fait ni à faire, pardon. Deuxièmement, on peut considérer aussi, et surtout, que la mobilisation, on y reviendra, c'est extrêmement dangereux. Ça vient de la Révolution française, c'est la levée en masse. Ça veut dire qu'il y a une adhésion très puissante de la population. Là, s'il n'y a pas d'adhésion, il perd tout. Et enfin, quand on bluffe, y compris au poker, à un moment, soit on laisse apparaître à l'adversaire qu'on n'a plus de jeu, qu'on n'a plus de main, qu'on n'a plus rien, et on perd tout, ou alors, il faut être crédible. Et quand on bluffe, il faut avoir un minimum de crédibilité. Et là, j'espère, nous sommes tous, les Chinois apparemment y compris, à espérer que ce poker est un poker menteur. Alors, on va parler effectivement de la mobilisation dans un instant avec vous aussi, mon cher Marc. Mais est-ce qu'en écoutant ces 2 discours, on n'a pas l'impression que l'ordre mondial, comme je vous disais, est ébranlé ? Est-ce qu'ils portent 2 visions de l'ordre mondial, tous les 2 visions différentes ? Ah, totalement. Je pense que là, Emmanuel Macron a cherché à défendre, disons, ce qu'on pourrait appeler le statu quo, l'ordre onusien, tel qu'il a été créé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec la conférence de San Francisco. Il a essayé de défendre ça, tandis que Vladimir Poutine, il a clairement pris la tête de ceux qui contestent cet ordre. En tout cas, c'est un peu plus sioux que ça, parce qu'il a l'air de défendre l'ordre, mais en tout cas, il attaque l'hégémonie des États-Unis. Donc, cette idée de mondialisation. Je vous rappelle que le terme de mondialisation n'avait pas cours avant 1991. Pardonnez-moi, juste l'Inde et la Chine oui. Ont appelé un cessez-le-feu. Est-ce que ça n'atténue pas justement votre regard ? Je pense que si. Je pense que l'Inde et la Chine veulent à la fois remettre en cause l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, ils veulent remettre en cause, disons, le primat, pour faire simple, peut-être de l'économie sur la notion de sécurité. Sécurité des approvisionnements, sécurité des nations, sécurité alimentaire, sécurité climatique. Ils veulent probablement, ils en ont assez de ce privilège du dollar, on ne le souligne pas assez, mais le privilège du dollar permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, mais c'est lié au fait que les États-Unis sont tout puissants d'un point de vue militaire, et quand vous êtes endetté auprès de quelqu'un qui fait 2 mètres de haut, qui est très musclé, vous n'allez pas lui réclamer l'argent. Et évidemment, tout ce commerce mondial international à base de libre-échange est dû au fait que les États-Unis sont en haut de la chaîne alimentaire. Et il y a un économiste allemand, Franz Liszt, qui disait « quand on est monté, on tire l'échelle ». Autrement dit, quand on est puissant, on peut installer le libre-échange. Donc je pense que la Chine et l'Inde ont envie de contourner cette hégémonie américaine, cette mondialisation qui n'est autre que l'hégémonie américaine, mais ils n'ont sûrement pas envie ni de la guerre, ni du recours au nucléaire, peut-être évidemment encore moins que tout. Et pensons par exemple au référendum. Est-ce qu'un pays comme l'Inde a intérêt à un référendum ? Je vous signale que l'Inde a un gros problème avec une de ces régions qui s'appelle le Cachemire, qui est revendiquée par le Pakistan. Donc si on fait un référendum en Ukraine, on va faire un référendum au Cachemire. C'est inacceptable pour l'Inde. Est-ce que vous croyez que la Chine accepterait qu'il y ait un référendum à Taïwan ? Bien sûr que non. Il perdrait Taïwan. Est-ce que vous pensez que la Turquie accepterait qu'il y ait un référendum au Kurdistan ? Donc vous voyez bien que c'est une boîte de Pandore qui est ouverte et qu'autant Vladimir Poutine est crédible quand il dénonce l'hégémonie américaine, la toute-puissance du dollar, l'hypocrisie américaine, le 2 poids 2 mesures, l'unilatéralisme, là tout le monde le suit. En revanche, quand il remet en cause de manière violente cette hégémonie et brutale, par la force et en plus par le référendum, là, il est en train d'inquiéter tout le monde, c'est sûr et certain. Prenons même l'hégémonie du dollar. La Chine a 3 000 milliards de dollars. Donc que la Chine ait envie de remplacer le dollar par le yuan, et d'ailleurs l'Arabie saoudite a commencé à accepter des yuans pour vendre son pétrole à la place des dollars, ce qui était des conséquences mondiales
colossal. On voit qu'on est déjà dans un nouvel ordre mondial. Ça ne veut pas dire que la Chine a envie que le dollar s'écroule.